je vérifie juste ça et on démarre. Tout est OK. Bonjour Isabelle qui est OK Québec. J'ai bien fait de le faire à 15 heures en France pour que ce soit 9 heures du matin et pas trop tôt au Canada. Donc super. Parfait. OK. Si jamais à un moment, je vais mettre le chat à côté sur mon autre écran. Comme ça, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. On a une session de questions-réponses à la fin pour que vous ayez toutes les infos. Alors, on commence. Donc, courte présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Nitam. J'accompagne des apprentis écrivains et des auteurs depuis plusieurs années. J'ai une newsletter qui s'appelle Le Parchemin. C'est peut-être comme ça que vous vous êtes inscrit à cet atelier. Ou via Instagram. Donc, et j'ai un programme Arcania avec lequel j'accompagne des personnes à écrire leurs romans. Vous avez quelques images des romans des romans des auteurs que j'ai accompagnés donc ces dernières années. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Bon, pour tous les autres, vous me connaissez et on attaque le sujet des scènes tout de suite. Alors, comment je bouge ça? Ah, super, voilà. Donc, on commence déjà par placer les scènes dans le contexte du roman. Quel est le rapport entre un roman et des scènes? Parce que les scènes, elles existent aussi dans les films et dans les séries. Certes, il y a des ressemblances, mais il y a surtout des choses qui sont différentes quand il s'agit des scènes dans un roman. Les scènes, il faut les voir comme des briques. Il ne faut pas absolument que votre roman contienne des scènes, enfin, il ne faut pas qu'il y ait uniquement des scènes dans votre roman. Dans votre roman, c'est de l'alternance de scènes et de passages narratifs. On fera un atelier plus tard sur tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne concerne pas les scènes, mais aujourd'hui, on se concentre sur les scènes. Les scènes, dans votre roman, c'est les briques. Et tout ce qui vient coller les briques comme dans un mur, c'est de la narration. Aujourd'hui, on va focaliser notre regard et notre attention sur les scènes. Et pas n'importe quelles des scènes, parce que certes, il faut que votre roman contienne des scènes, mais ce que vous voulez, vous, c'est des scènes qui accrochent vos lecteurs, des scènes inoubliables qui font que tant qu'on n'a pas lâché la scène, on n'arrive pas à lâcher le roman. Même si on doit se lever le lendemain à 5 heures du matin et qu'il est 3 heures du mat, même si on n'a qu'une envie, c'est d'aller aux toilettes, mais non, on peut pas parce qu'on a juste envie de continuer de lire cette scène. C'est ce genre de scène-là qu'on va apprendre à écrire. Alors, pour les prochaines fois, je trouverai des meilleurs exemples. Celui-ci ne me plaît pas trop. Alors, du coup, si vous avez des scènes faibles, si vous avez des scènes... Mais d'abord, dites-moi vous, est-ce que dans les scènes que vous avez écrites, vous avez l'impression que certaines scènes sont faibles ou est-ce que vous êtes satisfait de vos scènes? Dites-le moi là dans le chat. Mais surtout aussi, dites-moi où vous en êtes. Parce que peut-être que vous avez commencé ou pas l'écriture de votre roman. Dites-moi un peu où vous en êtes. Super. Euh, Parce qu'en fait, quand on a, des fois, quand on écrit notre roman, et on a donné les infos dans le roman, notre histoire avance, notre personnage avance, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. On a l'impression que il y a un malaise, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand on regarde techniquement et factuellement, dans notre scène, on a bien un personnage qui fait des choses. Est-ce que ça vous parle, ce ressenti? Est-ce que vous avez déjà eu un peu cette impression de malaise? Bravo sur le chat. Ok, génial. Top. Bah, pour ceux qui disent qu'ils pensaient qu'il y avait que des scènes, bah, c'est très intéressant. Vous avez au moins commencé à apprendre quelque chose. Il n'y a pas que des scènes dans un roman. Ok, super. Vous êtes bien avancé pour certains. Génial. Ok. Et pour ceux qui n'ont pas commencé, bah, c'est très bien aussi parce que vous allez voir comment commencer de la bonne manière pour l'écriture des scènes. Voilà. Quand on écrit des scènes qui ne contiennent pas certains éléments, on finit avec des scènes faibles, des scènes où l'émotion disparaît et des scènes surtout qui font que le lecteur décroche de votre roman. Et c'est tout ce que vous souhaitez éviter. Donc, on va voir comment on fait pour corriger tout ça aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que les scènes vont porter des transformations, les scènes vont porter l'intensité, et les scènes, donc, ne sont pas toutes identiques. Les scènes sont certes des briques, mais contrairement à des briques dans un mur, elles n'ont pas toutes la même longueur, elles n'ont pas forcément toutes la même intensité, elles n'ont pas, elles ont des ingrédients de base qui doivent être présents dans chacune d'entre elles, mais elles ne doivent pas être similaires. Et on va voir, on va comprendre là pendant cet atelier comment faire pour qu'à la fois elles contiennent toutes les ingrédients nécessaires pour écrire des scènes, mais qu'en même temps elles soient toutes différentes. Bien sûr, on ne cherche pas absolument qu'elles soient toutes différentes. C'est juste que on va se laisser la liberté d'écrire tout ce qu'on a envie d'écrire dans des scènes, tout en respectant ce qu'il faut pour que le lecteur reste accroché. Voilà.
Ce qu'il faut savoir donc pour répondre à certaines questions, les scènes, on les vit vraiment avec le personnage. Le personnage assiste à des événements, effectue des actions. Et nous, en tant que lecteurs, et c'est tout ce que vous voulez que votre lecteur fasse en lisant les scènes de votre roman, c'est qu'il ait l'impression de vivre la scène. Ça, c'est facile à visualiser quand on regarde un film ou une série. Dans un roman, justement, il faut faire le travail qui est facilité quand on regarde la télé. Il faut écrire avec vos mots des choses qui vont générer des images dans la tête de votre lecteur. Et les passages narratifs, bah justement, on n'a pas besoin de vivre l'événement comme le personnage. Et c'est pour ça que souvent, c'est des résumés, c'est des transitions, des réflexions. Mais ça, c'est pour le sujet d'un autre atelier, d'un futur atelier. Voilà, donc, pourquoi est-ce qu'on se concentre sur les scènes? Parce qu'en fait, pour que votre lecteur s'attache à votre histoire, et donc, pour qu'il s'attache à votre histoire, il faut qu'il s'attache au personnage. Dès qu'il s'attache au personnage, il aura envie de savoir ce qui va lui arriver. Les enjeux de vos personnages vont devenir ses enjeux, et donc, il va vivre comme votre personnage. Mais cette connexion, elle passe par le fait que vous ayez créé, vous, une connexion émotionnelle entre le personnage, le ou les personnages principaux, et votre lecteur. Et cette connexion émotionnelle, elle se crée dans les scènes. Elle ne peut pas se créer dans la narration. Et on va voir pourquoi. Mais c'est très très important les scènes. C'est pas juste des scènes inoubliables qui sont très bien écrites que votre lecteur va adorer. C'est aussi le vecteur de connexion émotionnelle avec votre lecteur qui garantit que votre lecteur va s'attacher et va avoir quelque chose à faire de tout ce que vous allez faire vivre à votre lecteur. Autrement, vous pouvez lui faire vivre tout un tas de choses. Si votre lecteur n'est pas connecté, bah, il en a un peu rien à faire, pour rester poli. Voilà. Donc on va voir comment ne pas tomber justement dans ces pièges-là. Sachez que si vous arrivez à écrire de bonnes scènes, vous avez un roman qui tient debout. Il vaut mieux écrire 10 bonnes scènes, 10 très bonnes scènes dans votre roman que 10 chapitres un peu qui tiennent la route, qui sont bien écrits, mais où il n'y a pas l'intensité qu'on peut transmettre dans les scènes. Voilà. Vous avez sûrement lu des romans qui étaient mal écrits, mais qui contenaient des scènes incroyables ou des scènes vraiment touchantes. Et c'est ce qui vous a permis de terminer de lire le roman et même d'aller voir les adaptations en film, alors que vous savez consciemment que c'est mal écrit. Si ça vous est arrivé, c'est que l'auteur a réussi à écrire de bonnes scènes. Et pour casser une croyance limitante, quand je dis écrire des bonnes scènes, je suis pas en train de parler d'un niveau de français ou de belles phrases et de belles métaphores. Ce sont des choses différentes qu'on attend. Alors, du coup, on commence. La base de la base. Dans une scène, ça peut paraître trivial, mais je vous assure que après avoir corrigé des centaines et des centaines de pages de scènes des personnes que j'ai accompagnées depuis depuis des années, ces éléments qui sont basiques, bah, quand on est en train d'écrire notre histoire, bah, des fois on n'y pense pas, on est dans le flow, on écrit et ça manque. Alors, dans votre scène, il faut qu'il y ait un début, un milieu, une fin. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y ait un début, un milieu et une fin, on va pouvoir présenter des enjeux au lecteur dans le début, montrer les conséquences vers la fin, et surtout faire comprendre quels sont les enjeux de cette scène, pour que à la fin de la scène, on ait compris ce qui a changé concernant ces enjeux-là. Ça va devenir plus clair dans les prochaines minutes. Souvenez-vous, un début, un milieu, une fin, mais surtout un enjeu en amont et une conséquence à la fin. Savoir qu'il y a un début, un milieu, une fin, c'est juste pour placer en réalité l'enjeu vers le début et la conséquence vers la fin. Oui, avant ça. Et pour placer ces éléments-là, il faut que lorsque vous écrivez une scène, euh, la distinction entre une narration et une scène, c'est que vous avez ces trois éléments-là sur la forme et ces deux éléments-là sur le fond, l'enjeu et la conséquence. Ça, c'est ce qui fait techniquement qu'un bout de texte, c'est une scène. Mais ça, c'est juste sur la technique.
Ce qui fait que ce que vous racontez, ça devient une scène. Parce qu'il y a des gens qui mettent ça, tout ça en place, mais en fait, c'est que de la narration. Et c'est pas une scène. La différence, c'est que dans la scène, vous allez avoir trois piliers fondamentaux qu'il va falloir faire apparaître et qui vont garantir l'émotion et la transformation dans la scène, qui vont garantir que on vit la scène, on vit quelque chose qui se passe. Et on n'écoute pas juste, enfin là en l'occurrence on n'écoute pas parce que c'est un roman et pas une histoire orale, mais on ne lit pas juste le résumé de faits qui se sont passés. Et on va voir comment les trois piliers, vous allez pouvoir les actionner pour être sûr que ce que vous écrivez, c'est une scène et pas de la narration. Malgré que dans une narration, on peut trouver un début, un milieu, une fin. Vous pouvez expliquer l'enjeu, vous pouvez dire le personnage a peur que son frère meure. Bah là, on comprend l'enjeu. Bah, du coup, mais c'est quand même de la narration. On va voir les trois piliers. Si vous les appliquez, les trois, vous êtes sûr d'avoir une scène et pas de la narration. Je vais juste m'arrêter une minute parce que j'ai vu plusieurs questions sur le chat pour vous débloquer tout ça. Alors, il y a pas de longueur exacte d'une scène. Il n'y a pas une définition qui dit qu'une scène, dans un roman, qu'une scène c'est 7 paragraphes, ou une scène c'est un chapitre, ou une scène c'est 3 pages, ou une scène c'est 1000 mots. Je dis au hasard le nombre de mots. Enlevez-vous ça de la tête. Ce qui définit une scène, c'est qu'il y a un début, un milieu, une fin, un enjeu en amont, des conséquences à la fin, une transformation, quelque chose qui s'est passé dans la scène. S'il n'y a rien qui se passe, vous avez juste décrit des faits. Vous voyez? Si vous avez une transformation et un conflit, quelque chose qui s'est passé dans cette scène, alors vous avez une scène. Autrement, c'est pas une scène. Euh, Répondre à Lila, la première page peut-elle être une scène? Oui, si elle a tous ces éléments-là. Mon point faible dans les scènes, ce sont les dialogues. Les dialogues, ce sont un type de scène particulier. À la fin de cette session, je te dirai comment on va faire pour travailler les dialogues. Euh, ok, alors, bon, bah, je reprends. Alors, arc et scène, quelle est la différence? Alors là, on pourrait faire 5 heures de cours sur ça. Arc et scène. Une scène, c'est un bout de texte et tu vas comprendre ce qu'est une scène et surtout comment écrire une scène inoubliable là dans cette situation. Un arc, c'est un bout d'histoire avec plusieurs scènes et aussi de la narration qui ont un fil conducteur et qui en fait emmènent, enfin, dans lesquels on va vivre aux côtés d'un personnage qui va poursuivre un objectif. Un arc narratif contient une scène. Voilà, donc je repasse sur la présentation. N'hésitez pas, hein, les autres questions qui vont venir avec les trois piliers qu'on va voir, vous les mettez et j'y répondrai après. Donc, une scène, la base, début, milieu, fin, enjeu, en amont, conséquence à la fin, mais il faut les trois piliers suivants qu'on va voir. Et on commence par le pilier numéro 1. Pour que ce que vous ayez écrit, qui possède déjà un début, un milieu, une fin, un enjeu au début, une conséquence. Je répète délibérément ces choses-là pour que ça rentre dans votre inconscient. Pour que la prochaine fois que vous vous asseyez et que vous dites j'écris une scène, dans votre tête, il y ait début, milieu, fin, enjeu au début, conséquence à la fin. Mais ces trois piliers. Il faut transformer la narration dans le bout de texte qui contient déjà ces éléments-là. Il faut transformer la narration en action. C'est ça qui fait que on est dans une scène. C'est qu'on va vivre aux côtés du personnage, on va vivre les actions. Et les actions, il faut les incarner. Il ne faut pas résumer les événements. Et comment on fait simplement? On met des verbes d'action. Je précise parce que j'ai souvent la question. Un verbe d'action, ça ne veut pas dire forcément que c'est une scène d'action et que ce sont des choses grandioses. Si je prends une tasse et que je la saisis, saisir, c'est un verbe d'action. Si je prends une gourde et que je bois, boire, c'est un verbe d'action. Il s'est passé quelque chose. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de votre lecteur, dès que vous mettez un verbe d'action, il y a une image mentale qui se crée. Si vous décrivez, on peut avoir une image mentale, mais au bout d'un moment, on décroche avec trop de descriptions. Il faut mettre un verbe d'action. Quand vous mettez un verbe d'action, vous avez une espèce de petite lanterne qui s'ouvre dans la tête de votre lecteur et vous mettez une image, enfin vous mettez de la lumière vers une chose qui se passe. Et là, ça se transforme en scène. Là, vous avez quitté la narration et vous êtes dans la scène. Alors,
souvenez-vous, verbes d'action qui vont vous permettre d'incarner les événements qui se passent et pas juste les résumer. Les résumer, c'est de la narration. Les incarner, c'est mettre des verbes d'action. Les incarner, c'est une scène. Pourquoi? Parce que quand on incarne des verbes d'action, le lecteur va vivre la scène. Et il va pas avoir l'impression de la regarder de loin. Il va se connecter à la scène. Comment on fait? Par exemple, la version racontée. Elle était triste, il avait peur. On met des étiquettes, on résume des faits. Le lecteur comprend, il sait ce que c'est que d'être triste, mais il ne ressent rien. Et souvenez-vous, on veut qu'il ressente des choses. Ressentir égale se connecter au personnage. Se connecter au personnage égale j'ai envie de savoir ce qui va lui arriver parce que j'ai une connexion avec lui. C'est comme vous dans la vraie vie, quand vous entendez quelque chose de triste arriver à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous savez qu'en théorie c'est triste, mais après vous allez prendre votre café et vous allez oublier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune connexion émotionnelle entre vous et cette personne. Si vous apprenez que la même chose est arrivée à votre voisin, un ami d'enfance, à quelqu'un de votre famille, là, vous allez ressentir l'émotion. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion avec cette personne-là. Dans un roman, c'est pareil. Quand on fait vivre, quand on incarne, quand on met des verbes d'action, on remplace la théorie par des verbes d'action. Donc, la tristesse, on la remplace par une main qui tremble, une respiration qui est hachée. On donne des détails sensoriels. Ça, c'est le pilier 1. C'est vraiment transformer la narration en scène. Il faut mettre tout ça. Il faut mettre des détails sensoriels. Il faut mettre des ressentis. Et les micro-réactions, c'est un outil qui arrive vraiment à créer ces ressentis-là. Les micro-réactions, c'est quand un personnage est sur le point de dire quelque chose, mais qui s'arrête. Il hésite donc. Quand il fait un geste. Quand il... ces choses-là, en fait. Les détails sensoriels, c'est quand on a l'odeur de la pluie, quand on entend les gouttes qui tombent, quand on touche quelque chose de mouillé. On a, dès que vous connectez le lecteur à ses sens, à des choses qu'il arrive à comprendre à travers ses sens, alors il est en plein dans l'incarnation. Enfin, vous êtes en train d'incarner la scène et lui, il est connecté. Vous avez vraiment mis son regard vers cette chose qui se passe, cet événement, mais en plus, vous lui faites vivre parce que vous vous connectez à ce qu'il sait, ce qu'il ressent. Et là, le lecteur arrive à être dans la peau du personnage et à entrer dans sa peau. Et donc là, il est en train de vivre la scène. Donc, 3 leviers pour incarner vos scènes. Vous mettez des sensations physiques. Gorge serrée, cœur qui cogne. On a des verbes d'action. Vous voyez tout à l'heure que je vous disais, même saisir une tasse, c'est un verbe d'action. Bah, même un cœur qui cogne, c'est un verbe d'action, c'est de l'action. On arrive à comprendre. Mettez des sensations physiques. Mettez des perceptions sensorielles. Là, vous avez les 5 sens. Si vous êtes pas en train d'écrire de la fantaisie, sinon vous pouvez ajouter des super sens. Mais essayez de jouer avec les sens. Ça ne veut pas dire que dans une scène, il faut qu'on sache ce que le personnage voit, ce qu'il entend, ce qu'il touche, ce qu'il a goûté. Non, non. C'est juste qu'il faut alterner en fonction de la logique de votre scène. Et mettez des micro-réactions. Un exemple. Elle était triste. Ça, c'est, vous êtes dans la narration. C'est OK d'écrire elle était triste quand vous rapportez ça de manière résumée à travers un dialogue, à travers de la narration. Euh, c'est OK. Mais quand vous êtes dans une scène, il faut le montrer, il faut le faire vivre. Si votre personnage est triste dans la scène, il faut transformer ça et montrer ce que ça veut dire être triste. Ben, être triste, c'est sa gorge se serre, ses yeux brûlent, elle détourne la tête pour cacher ses larmes. Vous parlez de la même émotion, mais c'est une expérience totalement différente pour le lecteur. Stéphanie, oui, c'est un peu l'équivalent du show don't tell, mais pas seulement. Pour ce premier pilier-là, oui, show don't tell, mais pas à chaque fois, pas dans tout, juste dans ce qui touche le personnage et dans ce qu'il vit, pour connecter émotionnellement au lecteur. À vous maintenant. Vous allez m'écrire dans le chat, en respectant ces consignes. Vous avez un personnage, vous prenez une situation, vous avez un personnage qui vient d'apprendre une information importante. Cette information, bah, au choix, vous choisissez. C'est soit une mauvaise nouvelle, soit un secret, soit une tradition, une trahison. Je vous invite à écrire 2 étapes. Écrivez une phrase qui résume la situation, comme si vous racontiez l'histoire à quelqu'un. Là, vous êtes en plein dans la narration. Faites-le comme ça. C'est toujours plus facile de le faire en narration parce que souvent, ça nous vient rapidement.
Et après, se dire, bah ok, là, je suis dans la narration. Maintenant, je change. Je réécris la deuxième étape, je réécris la même situation avec une ou deux phrases maximum, mais cette fois-ci en montrant ce qui se passe concrètement, à l'aide de ce qu'on vient de ce dont on vient de parler, un geste, un regard, une action, un détail physique, une micro-réaction. Je vous invite à le faire, vous avez 1 ou 2 minutes. Écrivez-le dans le chat. Et après, je vais vous dire, là, pour ceux qui l'ont écrit, si c'est OK, vous avez compris comment le faire, ou alors ce qu'il faut modifier dans ce que vous avez écrit. Allez, je vous laisse 1 ou 2 minutes. Moi, je vérifie qu'on est bien en train d'enregistrer. Oh non, je spoil la suite. Voilà, hop. Je vais en profiter pour boire parce que... Alors, il y en a qui ont déjà écrit. Alors, Estelle, c'est joli, mais c'est pas assez clair. Et je ne sais pas si c'est une étape 1 ou étape 2. Ambroise, il était choqué, donc ça, c'est l'étape 1. Tu es en train de résumer, donc tu es dans la narration, très bien. Et la version 2, ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche béa. Très bien. Deux verbes d'action sur deux endroits de son corps. Si tu relis action et corps, bah, on est bien dans la scène là. Parce que un lecteur, bah, il a un corps. Du coup, il arrive à s'identifier au corps de son personnage. Alors, la consigne, tu peux la trouver, Laure, ici, là, sur le texte. La consigne, c'est que il faut écrire une phrase qui résume la situation. Ça veut dire qu'en fait, tu fais de la narration, si tu résumes. La situation qui est juste au-dessus, là, affichée sur le PowerPoint. Ton personnage vient d'apprendre une information importante. Toi, tu choisis si c'est une mauvaise nouvelle, un secret, une trahison. Et écris une phrase qui résume la situation. Comme si tu racontais l'histoire à quelqu'un. Tu appelles ta sœur ou ta collègue et tu lui dis quelque chose, une phrase. Tu es en train de raconter, c'est de la narration. Et après, tu réécris la même situation. Cette fois-ci, tu la racontes pas à quelqu'un, tu l'écris dans ton texte comme si c'était une scène avec une ou deux phrases. Et pour passer de la narration à la scène, il faut que tu appliques exactement ce qu'on a dit là, les slides précédents. Ok, Marilyn, t'as compris. C'est bien. Marilyn, là, toi, tu as fait directement l'étape 2. Top. Mélissa, je lis ton... Parfait, Mélissa, très bien. Étape 1, étape 2, t'as compris la différence. Quand j'ai déjà fait un atelier comme celui-ci il y a plusieurs mois, et je vous disais directement d'écrire la version scène. Et là, je vois, en vous obligeant, entre guillemets, vous n'êtes obligé de rien, hein, bien sûr, mais en vous forçant à écrire étape 1 puis étape 2, vous arrivez à voir la différence, à comprendre la différence. Alors, quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, UD, utilisateur de Zoom, Marc est parti. Les yeux de Martine se remplissent de larmes, son corps est comme pétrifié. On a un problème de temps là. Dans le premier, on résume, mais dans le deuxième, je comprends l'idée, ça va, mais il faut améliorer. Victoire, elle saliva et elle versa des larmes tout en baissant la tête. Ok, là, on est bien dans l'étape 2. Ok, Céline, très bien. Il se sentit trahi. Là, on n'a pas d'émotion, c'est dans la tête, mais on comprend. Et après, une pointe s'enfonça dans son cœur, un goût amer remonta dans sa bouche, ses poings se serrèrent jusqu'à blanchir ses phalanges. Très bien, tu as créé on visualise ce qui se passe. Bravo. On a plusieurs Céline ce soir. Ok, Céline, tu as bien fait l'étape 2. Mathilde, très bien.
Juste ta première phrase, c'est pas une phrase résumée, c'est comme si toi tu t'écrivais ton brouillon pour dire je vais écrire une scène qui parle de ça. Euh, Ce serait de la narration si tu écrivais, en résumant ce qui s'est passé, la femme apprit qu'elle allait se faire virer. Ou alors la femme vient d'apprendre qu'elle va se faire virer. Non, c'est bon aussi, mais c'est parce que comme tu as des temps différents dans les deux, respectez le temps, s'il vous plaît. La cohérence des temps. Mais c'est très bien, Mathilde, pour la deuxième partie. De toute façon, c'était l'étape 2 qui importait dans la scène. Ok, super. Yasmine, étape 1. Mon personnage a toujours rêvé d'être chevalière et vient d'apprendre par son binôme qu'elle vient de passer écuyer. Elle est contrariée, se sent trahie et pas respectée ni soutenue. Et la version, du coup, étape 2. Bah, comme tu veux, comique ou pas, Yasmine, tant que tu arrives à créer une scène. Alors, je lis les dernières et après on passe à la suite parce qu'il y a deux autres piliers et deux autres exos. Elle venait d'apprendre qu'Édouard... J'ai envie de lire toutes vos histoires. Elle venait d'apprendre qu'Édouard allait se marier. Son sang se glaça, ses oreilles se mirent à bourdonner. Les mots refusaient d'arriver à sa conscience. Impossible, impossible. Non, Édouard ne s'est pas marié. C'est parfait, Héloïse, génial, parce qu'en plus, tu mets ce qui se passe dans la tête, ce que pense ton personnage, on est connecté. Si tu avais mis juste l'introspection de ton personnage, et pas ses sensations physiques, en tant que lecteur, on serait encore un peu déconnecté. Donc bravo. Essayez de le mettre toujours dans cet ordre. Surtout les personnes, alors s'il y a Estelle parmi nous, Estelle d'Arcania, janvier 2026, si tu es là, j'ai cru voir qu'il y avait une Estelle. Comme on en avait parlé en coaching, l'introspection, essayez de la mettre toujours dans les phrases à la suite de sensations physiques. C'est plus facile. Le lecteur, vous arrivez plus à infiltrer son esprit comme ça, alors que si vous êtes que dans l'introspection, des fois, il se déconnecte parce qu'il finit par s'ennuyer. Très bien, bravo. Très bien, Lila aussi. Top. Je reviendrai à la fin si on a un peu de temps pour voir tout ça, mais bravo, bravo. Et pour le pilier 2 et le pilier 3, j'essaierai de lire les réponses de ceux dont j'ai pas lu les réponses là, pour celui-ci. Alors, deuxième, maintenant que... Mais c'est très bien, je vois que vous avez bien compris pour la plupart le pilier 1 et vous saurez l'appliquer. Pilier 2 maintenant. Il faut absolument donner un objectif clair. Clair, ça veut dire pour le lecteur. Dans votre scène, s'il n'y a pas d'objectif, votre scène ne sert à rien, vous pouvez la mettre à la poubelle. Et là, c'est pas une blague. S'il n'y a pas d'objectif clair dans votre scène, ça veut dire que si votre lecteur n'arrive pas à comprendre ce que veut votre personnage dans cette scène, alors votre scène ne sert à rien. Je me répète, si votre lecteur ne comprend pas ce que veut votre personnage dans cette scène, votre scène ne sert à rien. C'est bon, c'est imprimé? Un objectif clair. Maintenant, on va voir comment faire. Ça ne veut pas dire, attendez, quand je dis faut la mettre à la poubelle, non. En réalité, avant de la mettre à la poubelle, c'est donnez un objectif à votre personnage dans cette scène. Mais si vraiment vous ne voyez pas quel objectif il peut avoir dans cette scène, c'est que peut-être que cette scène, en fait, elle ne servait à rien. Et du coup, vous pouvez la résumer en narration. Voilà, bon, c'est mieux que de mettre à la poubelle. Parce que ça vous fait avancer dans votre travail d'écriture. Enfin bref, mais rappelez-vous, objectif clair. Chaque scène doit avoir un but précis. Et le but de cette scène, et ce but précis, passe à travers l'objectif de votre personnage. Si vous n'avez pas d'objectif clair, vous avez des actions qui flottent et le lecteur se perd. Pourquoi? Parce que quand vous écrivez une scène et qu'il y a des personnages qui vont faire des choses ou vivre des choses, vous êtes en train de signer un contrat mental avec votre lecteur. Votre lecteur se dit, si là, à cet endroit, elle a choisi d'écrire une scène au lieu de résumer ce bout de temps, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et dans une histoire, dans un roman, quelque chose qui se passe, ça veut dire qu'un personnage essaye de faire quelque chose. Bien sûr, il rencontre des conflits, des obstacles qu'il va réussir à surmonter ou il va échouer. Peu importe. Ça, c'est secondaire. Mais il faut que votre personnage veuille faire quelque chose, atteindre quelque chose, obtenir une information, ou même se transformer, ou même comprendre quelque chose sur lui-même. Mais il faut que le lecteur sache vous dire, ah oui, là, le lecteur, là, le personnage essaye de comprendre une action qu'il a eue.
où là, le personnage essaye de dire quelque chose dans ce dialogue, où là, le personnage essaye de faire ça ou d'obtenir ça, où là, le personnage essaye de se cacher. Parce que peut-être que votre objectif, c'est qu'il se cache et qu'il fasse rien. Mais c'est délibéré, et c'est quand même un objectif de votre personnage. Quand je dis qu'un objectif clair, il faut que le lecteur puisse dire, ah bah là, le personnage essaye de faire ça ou veut faire ça. Le ou les personnages. Sinon, il comprend pas. Et quand je dis que vous signez un contrat mental inconscient avec votre lecteur, c'est vraiment le cas, dans les scènes. Autrement, il va se dire, mais pourquoi elle n'a pas juste résumé cette partie? Il se passe rien. Pourquoi elle ou pourquoi il n'a pas résumé? Comme je vois beaucoup de têtes de femmes ici, c'est pour ça que je dis elle, mais j'essaie de voir s'il y a d'autres personnes. Bon, bah visiblement, il n'y a que des... Ah si. Coucou Hamza. Désolée. Alors, du coup, comment on fait pour donner un objectif clair? Je continue avant de vous dire comment on fait pour que vous compreniez vraiment le problème quand vous ne le faites pas. Si vous avez un personnage, il a beau faire des actions, parce qu'on a vu dans le pilier 1 qu'il fallait lui faire faire des actions. Il a beau faire des actions, parler, penser, réfléchir. Mais il faut que le lecteur il sache, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il va dans cette direction? Pourquoi est-ce qu'il pense ça? Pourquoi est-ce que c'est ça qu'il dit dans le dialogue? La réponse du pourquoi, c'est l'objectif. Si vous n'avez pas d'objectif clair, vous n'allez pas réussir à mettre de la tension. Souvenez-vous, tout au début, j'ai dit que une scène, c'est début, milieu, fin, enjeu, clair et conséquence à la fin. Et si vous mettez des conflits qui viennent s'opposer pardon, à l'objectif de votre personnage, alors là, vous mettez de la tension dramatique. Et c'est la tension dramatique que le lecteur vient chercher quand il lit. Il veut pas lire une histoire où tout se passe bien et tout est plat et dans lequel il n'y a pas d'intensité différente. Et pour faire toutes ces choses-là, pour faire en sorte que votre scène ne soit pas plate, il faut de la tension dramatique. Et pour qu'il y ait de la tension, bah, il faut qu'il y ait des objectifs, il faut qu'il y ait des enjeux. Autrement, bah oui, votre personnage regarde la télé. Où est l'enjeu? Sauf si il a pillé une banque, il s'est pas fait attraper et il essaye de regarder dans les infos si on a vu, si on a des infos sur la personne qui a pillé la banque. Là, il y a un enjeu clair. On comprend très bien en tant que lecteur, si jamais à la télé, il donne des infos, nous avons localisé les voyous qui ont volé la banque, et ben là, il va aller se cacher. Il y aura une conséquence, vous comprenez? Mais si on ne comprend pas pourquoi il regarde la télé, peut-être que vous, en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, vous savez qu'il regarde la télé parce qu'il cherche cette info. Mais si vous ne le montrez pas dans votre scène, le lecteur ne sera pas au courant et il va se dire, mais pourquoi est-ce qu'il me raconte ça? Ou pourquoi est-ce qu'il me raconte ça? Enfin bref, s'il n'y a pas d'impact dans la scène, elle s'oublie. Et du coup, il faut fixer un objectif. Comment on fait pour fixer un objectif? Bah, il faut montrer ce que le personnage veut. Et quand je vous ai parlé du pilier 1, ajouter des actions, des sensations, des choses comme ça, il faut que ce soit en rapport avec l'objectif. Il ne faut pas que les actions soient par hasard. C'est pas parce que je dis pilier 1, il faut qu'il y ait des actions, des sensations pour que le lecteur comprenne qu'il est dans une scène et qu'il se connecte au personnage. Normalement, dans votre tête, vous vous dites, OK, mais quelles actions, quelles sensations, qu'est-ce que j'écris? Bah, il faut que ce soit des choses en rapport avec l'objectif de votre personnage dans cette scène. Si votre personnage veut déclarer à l'être aimé qu'il l'aime, bah, les actions et les gestes qui vont transmettre l'émotion qu'on a vu qu'il fallait appliquer dans le pilier 1, bah, il faut qu'elles soient en rapport avec cet objectif. Son objectif, c'est pas... enfin, dans le pilier 1, vous allez mettre de l'émotion, des gestes, il tremble, il essaye d'envoyer un message, il efface, il hésite, il a de la sueur qui perle de son front. Bah, on comprend pourquoi. Parce que vous n'allez pas décrire qu'il a mal au genou. On s'en fiche. Parce que son objectif, c'est de déclarer ça. Il peut très bien avoir mal au genou, votre personnage. Mais c'est pas intéressant de le dire dans cette scène-là parce que son objectif n'a aucun rapport avec son genou. Vous comprenez? Sauf si dans la scène, il doit faire une demande et il doit se mettre à genoux. Là, c'est intéressant de décrire la sensation physique qui fait que on est dans une scène parce qu'on arrive à capter les sensations du personnage. Et là, ça devient important de se dire qu'il a mal au genou. Vous n'allez pas dire qu'il a mal au crâne. Parce que c'est pas très... Bon, sauf si c'est un mal de tête dont vous parlez. Vous avez compris ou pas là dans le chat? Dites-moi si, avec ces exemples, vous arrivez à voir ce qui se passe là, dans les scènes. Top.
Top, top, top. Très bien. N'hésitez pas si vous avez des questions, on y répond après. Alors voilà, quand vous avez un objectif clair, vous avez votre grille de sélection de toutes les choses, de l'infinité de choses que vous pouvez décrire, raconter, de l'infinité d'actions et de micro-actions ou de micro-réactions ou de gestes ou de sensations de votre personnage. Quand vous avez un objectif, bah, vous avez une grille de sélection sur tout ça. Vous savez, ok, mais je vais parler de cette sensation et pas de celle-là. Je vais lui faire cette micro-réaction et pas de celle et pas celle-ci. Parce que vous avez un objectif clair. Ensuite, comment on fait concrètement? Posez-vous trois questions pour trouver l'objectif d'une scène. Là, mettons que vous ayez déjà écrit une scène. Posez-vous la question sur ce que vous appelez, vous, une scène et essayez de trouver que veut mon personnage ici et maintenant, dans cette scène. Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question pour le bout de texte que vous appelez une scène, alors c'est pas une scène. Ou alors, il lui manque juste un objectif pour que ce soit une scène. Il faut aussi répondre à la question dans la scène, qu'est-ce qui l'empêche de l'obtenir? Mon personnage veut quelque chose, qu'est-ce qui l'empêche de l'obtenir? C'est ce qu'on appelle un conflit. Pour ceux qui m'entendent dire conflit, c'est ça, un conflit. Et la conséquence, à la fin de cette scène, parce que s'il y a un enjeu, il faut qu'il y ait une conséquence, bah, il faut savoir répondre à la question, qu'est-ce qui change à la fin de la scène? Si vous arrivez à répondre à ça, alors c'est bon. Votre objectif est clair dans la tête du lecteur. Des exemples pour illustrer ça. Voici une version sans objectif. C'est une scène qui est incarnée. C'est une scène qui respecte le pilier 1. Mais elle ne respecte pas le pilier 2 parce qu'il n'y a pas d'objectif. Louise marche dans la rue. Il fait un peu froid. Elle regarde les vitrines, traverse le passage piéton, entend une voiture passer trop vite. Arrivée devant son immeuble, elle s'arrête un instant, puis rentre chez elle. On a bien des actions. Il fait froid, donc on comprend que c'est un peu la sensation du toucher. Elle regarde, on voit ce qu'elle voit. On est dans une scène là. Mais il n'y a pas d'objectif. Donc, votre scène ne sert à rien. La même histoire avec un objectif dans cette scène. Je vous laisse la lire. Louise marche vite dans la rue, le téléphone serré dans la main. Elle le sort, déverrouille l'écran, toujours rien. Elle s'arrête net, regarde autour d'elle comme si la réponse pouvait surgir de la foule, puis recommence à marcher. Ses doigts tapent un message, s'immobilisent, effacent. Elle inspire, relève la tête vers les fenêtres de l'immeuble de Paul au bout de la rue, puis, au dernier moment, range son téléphone et pousse la porte de chez elle. À votre avis, quel est l'objectif de ce personnage dans cette scène? Elle veut parler à Paul, elle veut lui envoyer un message, mais elle hésite. On comprend donc qu'il y a un enjeu. Euh, on voit bien que là, les sensations que vous avez choisies, toucher le téléphone, ben, on ne dit pas qu'elle porte son téléphone et qu'il est lourd. On dit qu'elle a le téléphone serré dans la main, donc elle est un peu crispée, donc elle stresse. Vous voyez? Là, on a un objectif. Dans la version sans but, là, au début, celle-ci, Louise, elle marche dans la rue, c'est ce qu'on sait en tant que lecteur. Elle voit une voiture et elle rentre. Est-ce que ça sert à quelque chose dans l'histoire? Non. Dans la version avec objectif, Louise veut obtenir une réponse de Paul. Chaque pas, chaque geste qu'elle effectue, qu'elle fait, on voit qu'il y a ce but. Elle essaye d'envoyer un message, elle efface. Elle regarde la rue, elle regarde le bâtiment de Paul. On voit que c'est relié à son objectif. Et du coup, ça donne un fil conducteur à la scène. Pour le lecteur, sait où on va. Et vous, en tant qu'auteur, ça vous donne une grille de sélection sur les éléments, l'infinité de choses que vous pouvez raconter. Et ben non, dès que vous avez un objectif, ben vous pouvez plus raconter toute cette infinité de choses parce que 99% des choses ne servent à rien. Vous allez pouvoir choisir simplement le 1% que vous allez mettre dans votre scène. Est-ce que ça fait sens pour vous, ce que je raconte là? De toute façon, je vais le voir tout de suite avec l'exercice pratique. Vous avez une situation. Vous avez un personnage qui entre dans une librairie. Très simple la situation. Choisissez un objectif précis pour cette scène. Maximum 4 phrases. 2 minutes. Dites-le moi dans le chat. Vous avez vraiment un personnage qui rentre dans une librairie. À vous de choisir l'objectif que vous voulez, peu importe. Mais il faut qu'on le sache et qu'on arrive à le deviner à travers les quelques phrases que vous allez écrire.
Céline, pour répondre à ta question, les scènes sans objectif servent aussi à planter le décor. Non, 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 non. Il faut des scènes avec un objectif et qui plantent le décor. Même dans les scènes qui doivent planter le décor, il faut un objectif. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les scènes, il faut qu'on sache où on se trouve dans le cadre spatio-temporel. Donc, il faut qu'il y ait un décor. Autrement, votre scène, elle vole, elle survole l'histoire et on ne sait pas la placer. Ça perturbe le lecteur. Sauf et seulement si, vous avez envie dans votre histoire, parce que ça sert votre histoire, d'écrire une scène, par exemple, de dialogue qui se passe dans un endroit délibérément flou, parce que vous êtes dans une intrigue où ça fait sens. Mais autrement, il faut toujours qu'on sache où ça se trouve, même si on ne sait pas exactement et même si on n'a pas la description exacte du lieu. Il cherche un polar scandinave. Bah là, oui, Laure, on sait exactement ce qu'il veut. On a un personnage, on sait qu'il cherche un polar scandinave. Par contre, tu m'as pas dit qu'il rentrait dans la librairie, je ne sais pas moi qui rentre dans une. Peut-être qu'il cherche sur Internet, peut-être qu'il cherche dans la bibliothèque de sa grand-mère. Il manque cet élément-là. Et aussi, c'est pas parce que je dis qu'il faut un objectif dans une scène que un objectif suffit à faire une scène. Non, il faut tout le reste et en plus l'objectif, ok? Merci Laure d'avoir servi de cobaye pour cette petite erreur. Clara rentra la boule au ventre dans la librairie. Elle toucha du bout des doigts plusieurs livres. Son regard chercha un titre. Devant elle, il était là. Son premier manuscrit était présent. Bravo Audrey! Bravo, bravo, bravo. On a l'enjeu, on a l'objectif, on a l'attention. Super. Alisha, elle prit un instant avant de pousser la porte de la librairie. On comprend qu'il y a un enjeu. Elle rentre pas juste pour acheter le dernier manga. Très bien. La carte qu'elle avait reçue était énigmatique. On comprend que donc dans la carte, il y a des infos qui l'ont dirigée vers cette librairie. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle devait trouver. Top. Même si pour le personnage, l'objectif n'est pas clair, pour le lecteur comprend très bien que elle a reçu une carte qui lui dit d'aller dans la librairie, et donc c'est ça son objectif. Même si le lecteur, il sait pas vraiment qu'est-ce qu'il doit trouver. Très bien. Clémentine, je t'avais pas lu pour le premier, donc je vais lire là. Plus elle avance dans la rue, plus Alice a le cœur qui bat. Arrivée devant la librairie, elle met la main sur la poignée, prête à ouvrir la porte. Puis se ravise. Elle voit derrière la porte en verre que Tom est là, derrière le comptoir avec un client. Sa bague de fiançailles dans la main, elle pousse la porte de la librairie, déterminée à lui révéler sa décision. Super, super, on a un objectif clair. Top. Alors, Stéphanie, question très intéressante. Tu pourras me la remettre à la toute fin, le temps que je lise là deux, trois résultats de l'exercice, mais très intéressante. Sonia entre dans la librairie, tête basse. Pardon, Sonia entre dans la librairie tête basse. Elle dirige un regard discret vers la caissière. Elle se faufile à pas de loup au travers des rayons. Elle regarde de gauche à droite et dissimule son livre préféré dans son sac. On a compris l'objectif du personnage. Top, Marie Lila. Le cœur battant la chamade, Sarah poussa la porte de la librairie, ses yeux fixés sur le rayon rentrée littéraire. Pour la première, Oups. Pour la première fois, la rencontre tant rêvée avait traversé les mondes parallèles. Son premier roman était devant elle, dans les mains d'une cliente qui tournait les pages. Top, on comprend Lila que son objectif c'est de trouver son roman. Top. Aurore. Elle entra dans la librairie, l'odeur de papier la prit au nez. Elle respira profondément, apaisée par l'atmosphère familière des livres. Génial, t'as bien utilisé les sensations. En plus, on est dans la scène là. Elle se dirigea vers le rayon jeunesse, les vives couleurs des couvertures attirant son œil, la douceur des traits des histoires d'Archibald lui confirmèrent qu'elle faisait le bon choix. Un demi-sourire étira ses lèvres tandis qu'elle serrait le titre contre sa poitrine. Sa fille serait conquise à n'en pas douter. Voilà. Heureusement que tu as mis cette dernière phrase. Autrement, l'objectif aurait été un peu difficile à trouver. Top, top, top. Génial. Je vais juste reprendre la question qui était intéressante.
Est-ce qu'une scène peut être un moment subi par le personnage? Par exemple, le personnage est en train de se promener, pas d'objectif, mais un vélo vient le percuter. Il y a une conséquence à la fin, mais pas un objectif de base du perso. Bah, son objectif, c'est qu'il veut aller se promener. Son objectif, c'était, il faut juste ajouter une ou deux phrases qui dit pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette situation pour que ce truc-là, ce conflit lui tombe dessus. Autrement, là, on est vraiment dans le cas où, ah, comme par hasard, il se passe un truc comme ça, tu vois, quand le lecteur, non, quand l'auteur fait apparaître un événement qu'il a envie de faire apparaître parce que ça sert l'intrigue, mais on comprend pas pourquoi ça tombe sur le personnage à ce moment-là, et on se dit, non, mais juste parce qu'il fallait qu'il arrive ça à ce personnage. Il faut le corriger en mettant un objectif. Et l'objectif, tu peux le mettre en une ou deux phrases, juste en disant, elle sortit prendre l'air après avoir passé 3 heures à travailler sur un dossier. C'est tout, en fait. L'objectif, c'est pas, elle est dans le parc, elle cherche, je sais pas, une pancarte, elle cherche un collier qu'elle a fait tomber, elle essaye de retrouver le souvenir d'une rencontre qu'elle a eue dans ce parc. Non. Être dans le parc, l'objectif, c'est si toi tu veux dire qu'elle se balade sans objectif, faut quand même dire pourquoi est-ce qu'elle est partie se balader sans objectif. Et il suffit d'une phrase, il suffit même de dire euh, ça faisait longtemps qu'il ne faisait pas beau dans cette ville, bien sûr en bien écrit. Et elle décida de prendre l'air. Voilà, c'est ça l'objectif. Elle décida de prendre l'air. Tu vois? Faut juste pas placer les personnages au hasard dans des endroits juste pour qu'il leur arrive des choses. Mais ça veut pas dire que l'objectif doit être ultra important et lié à l'intrigue. Faut juste donner une phrase qui explique que votre personnage n'est pas là par hasard juste pour subir ce que vous avez envie de lui faire subir. Vous comprenez? Vous avez envie peut-être de raconter une agression, un personnage qui subit une agression. Bah bien sûr, son objectif c'est pas de subir une agression, mais il faut mettre l'objectif qui justifie que ça lui arrive. Enfin, qui justifie qu'il est dans cet endroit-là au bon moment, au bon endroit. Enfin, en l'occurrence, au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais vous comprenez? Elle sortit du travail à une heure tardive à cause de son chef qui ne voulait pas la laisser partir avant la fin de la réunion. Ça justifie qu'elle se trouve dans cette situation où vous allez apporter un conflit qu'elle va subir, cette personne. Vous voyez? Oui, oui, très bien, Yasmine, ça fonctionne aussi comme objectif. Se promener en paix, c'est un objectif parce que tu en as fait un objectif, parce que tu as rajouté justement, parce qu'il en a marre d'être constamment sollicité. Voilà. Vous pouvez dire, comme tous les dimanches, il prit la route le long du chêne et avança lentement vers la rivière pour jeter des cailloux. Bah, c'est son objectif, c'est parce qu'il fait ça tous les dimanches depuis 20 ans, alors ça c'est son objectif. Un objectif n'a pas besoin d'être grandiose, il faut juste que le lecteur comprenne. Oui, voilà, parfait Céline. On n'est pas obligé de trouver des objectifs exceptionnels à chaque fois. Voilà. Bravo, vous avez compris donc la notion d'objectif. Maintenant, le troisième et dernier pilier, les plus importants. On ne parle pas de toutes les autres choses qu'on peut mettre dans une scène et qu'on n'aura pas le temps de traiter aujourd'hui parce que on peut passer des semaines à parler des scènes. Le troisième pilier fondamental que vous devez mettre dans votre scène, pour que ce soit une scène, c'est la transmission de l'émotion, pour créer cette connexion émotionnelle avec le lecteur. Les émotions, c'est vraiment un pont entre votre personnage et votre lecteur. Et dans la narration, c'est difficile de transmettre des émotions. C'est ce qu'on a dit parce qu'on résume, on comprend en théorie l'émotion. Ça ne veut pas dire que dans la narration, on ne parle pas d'émotion. C'est juste que vous allez en parler, mais ça ne sera jamais transmis. Le cerveau de votre lecteur va la capter, mais ce ne sera pas transmis émotionnellement. Alors que dans une scène, il faut en profiter pour transmettre de l'émotion. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que ce soit des émotions ultra importantes, que ce soit que des émotions positives ou négatives. C'est tout un panel d'émotions. Juste de la mélancolie, de l'ennui, et ça peut être de la joie, de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété, peu importe. Et bien sûr, pour une même émotion, ça peut être différents niveaux d'intensité. Quand, dans une scène, pour savoir si vous êtes en train de transmettre de l'émotion ou non, bah regardez si vous êtes en train de le dire, de citer, de mettre des étiquettes sur ces émotions plutôt que de les montrer.
Si vous nommez l'émotion, alors que vous êtes dans une scène, bah, vous n'êtes pas en train de la transmettre. Vous êtes en train de la nommer. Bien sûr, vous la transmettez au cerveau du lecteur. Quand je parle là de transmettre, de transmission émotionnelle, je parle vraiment de... Comme s'il y avait un fil invisible qui passait du texte au cœur du lecteur. Et ce fil fait en sorte que votre lecteur commence à ressentir les émotions. C'est ça que je veux dire quand je dis transmettre. Et si vous ne réussissez pas à transmettre de l'émotion, votre lecteur va s'ennuyer. Et quand il s'ennuie, vous créez une distance entre lui et le texte. Et ça, c'est le genre de livre que vous avez ouvert, vous avez lu, et à un moment, parce que vous aviez une pause, vous l'avez posé, et après, plus tard, vous l'avez rangé, vous avez complètement oublié de le terminer. Vous avez acheté un autre livre ou ouvert un autre livre. Ça, c'est quand il n'y a pas eu de connexion émotionnelle entre vous et le livre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'oublier un livre alors qu'il y en a, vous allez au travail et vous continuez à y penser. Vous n'avez qu'une envie, c'est lire le livre. Ça, c'est parce que la transmission émotionnelle a été réussie. Mettez des noms de livres, surtout les noms de livres qu'on ne va pas lire parce qu'ils n'ont pas réussi à vous transmettre de l'émotion. Je pense qu'il y en aura beaucoup moins que les autres. Coucou Stéphanie, on a répondu à la question normalement. Alors, du coup, comment on fait pour transmettre cette émotion? La fabrique de poupées. Ok, merci Alisha, je ne lirai jamais ce livre. Transmettre de l'émotion. Comment on fait? Bah, il faut montrer les signes de cette émotion. Ça rejoint un peu le pilier 1. Vous montrez les sensations physiques, vous montrez les gestes, vous laissez les silences des fois. Et c'est parce qu'on ne montre pas une émotion, on montre les conséquences de cette émotion sur le corps. On arrive à montrer dans les gestes, on arrive à montrer dans les actions du personnage, mais aussi dans l'absence d'action. Ce qu'on arrive à montrer, c'est jamais vraiment une émotion finalement. C'est toujours les signes, les signaux de cette émotion-là. Comment on fait? Trois leviers importants. Parler du corps, utiliser le corps. Le corps, c'est votre plus grand avantage. Montrer, ok, quand on a peur, comment ça se découle dans un corps. Comment le personnage le ressent, cette peur. C'est ce qu'il faut montrer. Montrer la perception aussi. Ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent. Et surtout, montrer des micro-réactions. On peut être en colère de différentes manières. On peut être heureux de différentes manières. Ne vous bloquez pas dans une seule version de la joie. En fonction, et c'est là que c'est très important quand vous connaissez votre personnage et que vous avez fait ce travail sur votre personnage, sa psychologie, son passé, son vécu, qui fait que deux personnages différents, en émotion de joie, vont avoir des gestes, des corps, des gestuels, des perceptions, des micro-réactions totalement différentes. Et là, on parle juste du corps. Imaginez dans ce qu'ils disent, dans leur voix, etc. Bon, vous l'aurez compris, on peut faire un atelier entier sur les personnages. On peut en faire 15 même de suite sur les personnages. Mais transmettez l'émotion à travers ce qui est visible de cette émotion. Exemple, au lieu de dire que Marc était nerveux, ça ne veut pas dire que on n'a pas le droit de dire que Marc est nerveux, on n'a pas le droit de l'écrire. Si vous l'écrivez, c'est de la narration. Il y a des endroits dans votre roman où il faut de la narration. La narration, c'est OK. Bientôt, on va faire un atelier sur la narration, justement. Mais quand vous êtes dans une scène, vous avez tout intérêt à montrer que Marc est nerveux et surtout pas l'écrire. Du coup, montrez les sensations du corps, ses actions, ce qu'il fait. Ses yeux glissaient vers la porte toutes les 10 secondes. Là, on comprend. Pourquoi? Parce qu'on arrive à visualiser. Dès qu'on arrive à visualiser en tant que lecteur, on se met dans la peau de ce personnage. Et quand on se met dans sa peau, on arrive à se connecter émotionnellement à lui. Dernier petit exercice et après on a fini quasiment. Vous avez un personnage qui attend un message important. Ce qu'il fait dans cette scène. Son objectif, vous l'aurez compris, c'est recevoir un message important. Maintenant, on veut transmettre l'émotion. Écrivez une ou deux phrases qui montrent son état sans nommer l'émotion. Si vous écrivez le mot l'émotion, si j'arrive à lire l'émotion parce que vous avez écrit l'émotion, c'est que vous êtes en narration et que vous n'avez pas réussi à le transmettre. Voilà, je vous laisse une ou deux minutes. Alors, Lila, les trois leviers pour vous aider à transmettre l'émotion. Utilisez le corps, utilisez la perception, donc les sens,
Et vous pouvez utiliser aussi des micro-réactions. Micro-réactions, c'est des petits gestes. C'est ses doigts s'approchèrent de la tasse et il se recula ou un truc comme ça. Merci Lila pour le conseil du livre que je ne lirai pas. Alors, je laisse mon téléphone en évidence sur la table. Mes yeux y reviennent sans arrêt. Mes doigts me démangent de le prendre et de vérifier pour la énième fois ma boîte de réception. On comprend, il y a un peu de stress là, c'est bien. Marc se rongeait les ongles et tapait du pied sous la table. Pareil, on comprend Estelle, bravo. Sa jambe s'agitait et ses doigts tapotaient la table jusqu'à la vibration de son portable. Audrey, je comprends, tu arrives à... Tu ne cites pas l'émotion, c'est ok, mais il y a un problème dans ta phrase. Un problème de clarté, hein. Je pense, à mon avis, si tu coupes à un moment et tu ajoutes une autre phrase, ce sera encore plus clair. Je prends mon téléphone, le tapote pour allumer l'écran, aucune notification. Je le verrouille et le déverrouille une seconde plus tard pour vérifier à nouveau. Tout mon corps s'agite, je tremble, je transpire. Ok, Clémentine, on comprend que là, il y a un message très très important qui arrive et ça risque de changer la vie de ce personnage. On comprend qu'elle est angoissée. Cela faisait bien 5 minutes qu'elle essuyait le même coin de bar en fixant le téléphone fixé au mur. Top, Céline. Il se baisse toutes les secondes, regarde le vide et se baisse. Rien, rien n'arrive. Ok, ça va aussi. Chantal arpente le salon de long en large. Elle respire bruyamment en regardant son téléphone obstinément éteint. C'est pas possible. Pourquoi il ne répond pas? Top, top, top. Aurore, il tournait comme un lion en cage, triturant son téléphone de ses mains. Moite, l'écran restait désespérément noir et Johan hallucinait presque la mélodie indiquant l'arrivée d'un message. Ah, génial, ok, oui. Il sursauta lorsque le goût du sang envahit sa bouche. Il avait tellement mordillé ses lèvres qu'il s'était blessé. Bravo! Bravo, bravo, bravo. Ça, c'est beau, ça. Aurore. Enfin, quand je dis c'est beau, ça veut pas dire forcément beau, hein. Il y a tous les goûts sont possibles. Mais c'est très bien écrit. Et là, on a vraiment la sensation. Tu as utilisé tous les éléments. Bravo. Son cœur tambourinait contre sa poitrine affolée. Sa respiration devint courte, brûlante. Il n'y avait plus une seconde à perdre. C'était sa fille. Une vague de force brute traversa son corps, ses muscles se tendirent jusqu'à la douleur. Ses maudites chaînes ne le retiendraient pas. Il allait mettre ce loup en pièces, à main nue s'il le fallait. Bravo, c'est beau, c'est visuel. On a l'objectif, on a l'angoisse, on a les éléments et on a peur comme le père. Bravo, bravo. Top, top, top. Bravo, super. Vous avez tous très bien compris là, ce troisième pilier. Juste une question, la différence entre le premier et le deuxième pilier. Stéphanie, le premier pilier, c'est transformer, c'est les événements, tu mets des verbes d'action. Mettre des verbes d'action. Au lieu de décrire et de résumer l'événement, tu mets des verbes d'action. Et là, c'est faire ressentir l'émotion. Top, bravo. Alors, vous avez compris là les trois piliers. Pour résumer, transformer la narration en action. Alors, quand vous avez un bout de texte et que vous vous demandez si c'est une scène, ou alors vous partez d'une page blanche et vous voulez écrire une scène. On a vu qu'il fallait un début, un milieu, une fin. Il faut qu'il y ait un enjeu. L'enjeu, il passe par l'objectif, hein, par l'existence de l'objectif. Il faut qu'il y ait une conséquence à la fin. Est-ce qu'il a atteint son objectif ou pas? Est-ce qu'il il a réussi ou pas? Ou il a échoué? Est-ce que son objectif est décalé dans le temps parce qu'il a eu un imprévu? Dès que vous avez un objectif, vous mettez des conflits qui vont faire que l'objectif ne va pas être atteint en une seconde. Sinon, votre scène va être très courte. Et donc, quand vous avez mis ces éléments-là dans une scène, pour rendre la scène impactante auprès de votre lecteur, il faut vous assurer que tous les bouts de narration de cette scène disparaissent.
Et comment on fait? Ben, au lieu de résumer ce qui se passe, on met des verbes d'action pour incarner cette scène. Stéphanie, du coup, la différence, c'est que dans le premier pilier, il faut réussir à incarner la scène. Et comment on fait pour l'incarner? Il faut mettre des verbes d'action. Ensuite, le pilier numéro 2, il faut absolument que dans votre scène, il y ait un objectif clair. Ça ne veut pas dire que l'objectif doit être important. Ça ne veut pas dire que l'objectif doit être original. Vraiment, le mot important là-dedans, j'aurais dû le mettre en plus gros, c'est clair. Clair dans le sens, il faut que le lecteur, en lisant cette scène, il comprenne quel est l'objectif du personnage qui est en train de vivre la scène. Et ensuite, il faut transmettre l'émotion. L'émotion, c'est le véhicule de connexion entre votre texte, votre personnage et le lecteur. Et c'est ça qui fait, c'est l'émotion que vous avez réussi à générer chez le lecteur qui fait que le lecteur n'a qu'une envie de c'est de tourner les pages. Bien sûr, là, ce qu'on a vu, c'est les prémices d'une scène. C'est pas, on a encore tellement d'éléments qu'on peut voir dans la scène. Par exemple, quand on écrit une scène de dialogue, comment on fait? Parce que dans le dialogue, c'est tricky. Les dialogues, il y a quand quelqu'un parle, dans les dialogues, c'est ultra important parce que quand on écrit un dialogue, il y a les personnages qui sont en train de parler, qui sont en train de vivre la scène et auxquels on doit faire des actions, faire comprendre leur objectif, transmettre l'émotion. Mais dans ce qu'ils disent, ils sont en train de résumer, de faire de la narration. Les dialogues, c'est ultra important parce qu'en fait, c'est pour ça que est-ce que c'est difficile pour vous des fois d'écrire un dialogue? Une des raisons qui explique, je vois que c'est oui, une des raisons qui explique que c'est difficile d'écrire un dialogue des fois, c'est que en fait dans un dialogue vous avez tout ce qu'on vient de voir sur les scènes, mais en même temps vous avez de la narration à travers ce qui se dit. Et du coup, quand vous avez toutes ces consignes en tête, show don't tell, mets des actions, ne raconte pas, ne résume pas, il faut pas citer l'émotion, mais en même temps tu peux la citer parce que tu es dans un dialogue, bah du coup ça fait un gros bazar. Mais c'est normal. Les dialogues, il faut un cours précis sur les dialogues pour comprendre toutes ces nuances-là. Euh, mais déjà, vous avez là les bases pour écrire une scène. Une scène que votre lecteur ne va pas oublier parce que vous vous êtes connecté émotionnellement à lui. Mais dans les scènes, il y a enfin, différentes catégories de scènes. Il y a des scènes d'action, il y a des scènes plus de description, il y a des scènes d'introspection, il y a des scènes de dialogue. Ça ne veut pas dire que dans une scène de dialogue, on n'a que du dialogue, ou dans une scène d'action, on n'a que des actions, ou dans une scène d'introspection, on n'a que des pensées du personnage. Non, dans chacune de ces catégories de scènes, il y a des dominantes. On pourrait faire un cours entier sur ça pour comprendre, ok, mais parce que en plus, ces typologies de scènes vont être fortement impactées par le genre de votre roman. Et donc, une scène d'action dans un roman fantasy, c'est pas pareil qu'une scène d'action dans une romance. Une scène d'action dans un roman historique, c'est pas la même chose qu'une scène d'action dans un thriller. Il y a des choses qui sont similaires et il y a des choses qui vont directement être impactées par le genre. C'est vraiment ça aussi, on pourrait faire une session entière sur ce point-là. Mais déjà là, vous avez vu toutes les bases. Toutes les bases sur ce qu'il y a en commun sur toutes ces différentes catégories de scènes. Faites déjà les bases. Après, pour ceux qui aimeraient, bon, d'abord, dites-moi un peu quel est votre ressenti. Est-ce que vous voyez un peu plus clair sur les scènes? Sur ce qu'est une scène, sur ce qu'il faut à une scène? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir écrit là, sur ce que vous avez écrit, des bonnes scènes dans le texte que vous avez déjà écrit sur votre roman? Ou est-ce que vous avez maintenant repéré des choses qui manquaient et que vous allez savoir corriger? Dites-moi un peu où vous en êtes, vous, dans vos scènes, dans vos romans. Et avec ce que vous me dites là, moi je sais ce que je vais organiser par la suite comme atelier en fonction de vos besoins et tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire les points que vous avez envie d'approfondir aussi. Merci Aurore. C'est mon métier, je fais ça depuis des années, c'est pour ça. Ok. Dialogue, oui, oui, dialogue, c'est fondamental. Oui, bah oui, c'est normal que ça supprime des croyances parce qu'on a beaucoup de croyances sur les scènes. On se dit, mais une scène, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, non, c'est très différent de ce qu'on pense. C'est pas des règles d'organisation spatiale. Bien sûr, une scène, ça permet d'avoir une organisation spéciale, mais une scène, c'est tellement plus. Ça, c'est juste le strict minimum. Une scène, comment on pourrait la définir au minimum? C'est une scène, bah, c'est ce qu'il y a dans un roman entre deux astérix. Enfin, deux groupes de trois astérix. Oui, mais ça, c'est juste une organisation visuelle. Une scène, c'est beaucoup plus important que ça. Euh,
Top. Ah bah bravo Héloïse, je suis contente pour toi. Super. On verra bientôt l'alternance scène-narration. Top. Du coup, pour ceux qui veulent aller plus loin, parce qu'aujourd'hui on a vu les bases pour écrire des scènes puissantes. J'organise un bootcamp de 21 jours avec justement un cadre précis pour voir tous ces éléments qu'il faut pour aller plus loin dans les scènes. Avec des exercices beaucoup plus poussés que ce que vous avez vu là, ce que vous avez vu dans, euh, là dans 1 heure sur les bases des scènes, et avec un retour professionnel. Bah, Sarah, voilà, justement, si tu veux des retours professionnels sur ce que tu as écrit, ça va t'intéresser. J'organise un bootcamp donc pour aller plus loin sur l'écriture des scènes, pour les personnes qui veulent vraiment être sûres d'écrire des bonnes scènes, des scènes justes qui transmettent l'émotion, qui contiennent tout ce qu'on a vu là, mais beaucoup plus tous les autres éléments qu'il faudrait pour avoir une scène quasi parfaite. Bien sûr, quand on écrit un roman ou une scène, on peut toujours tendre vers l'infini pour avoir une scène parfaite. Mais il y a vraiment des éléments qu'il ne faut pas rater dans ça. Du coup, pour ceux qui voudraient se perfectionner sur les scènes, ou même juste apprendre à écrire des bonnes scènes avant de se lancer dans l'écriture de leur roman, ou alors qui ont déjà commencé à écrire leur roman, mais qui ont envie justement de ne pas attendre la fin et de tout reprendre et de retravailler toutes leurs scènes à la fin quand ils auront fini. Ou même pour ceux qui ont déjà terminé leur premier jet, qui sont dans la phase de réécriture et qui aimeraient justement avoir les règles, les codes pour bien retravailler leur texte. Je pense que ce bootcamp est très adapté pour vous pour chacune de ces situations-là. Ce programme, c'est un programme de 21 jours qui va vraiment vous permettre de vous remettre à l'écriture, parce qu'en plus de maîtriser les scènes, bah, vous allez gagner en confiance. Et en général, quand on a confiance en ce qu'on écrit, on se dit, bah, ok, je peux aller vers l'écriture du roman. Je peux aller vers la structure de mon roman, parce que maintenant, je sais comment écrire les scènes. Vous allez réussir avec ce bootcamp là que j'organise à écrire des scènes, mais surtout, vous allez réussir à apprendre à le faire pas à pas. Vous allez savoir, ok, je commence par ça, puis par ça, puis par ça. Je fais les bases et ensuite j'arrive à la scène inoubliable qui va toucher mon lecteur, qui va vraiment, si jamais un jour mon roman est adapté en film, bah, cette scène-là, ce sera une scène du film et ce sera pas une scène modifiée parce que j'ai réussi à créer un truc, à transmettre des choses importantes au lecteur dans cette scène-là. C'est ce qu'on va voir dans ce bootcamp-là. Et vous allez surtout avoir des retours précis et personnalisés sur vos scènes et ce que vous avez écrit pour savoir exactement quelles sont vos forces ou quels sont les points à améliorer euh, pour justement améliorer vos scènes. Du coup, ce bootcamp de 21 jours, en quoi il consiste? Vous allez savoir écrire à la fin de ces 21 jours des scènes vivantes, mais aussi immersives qui vont accrocher votre lecteur et surtout qui vont lui faire tourner la page. Vous allez vraiment comprendre à la suite de ça comment faire pour avancer votre histoire à chaque passage. Vous n'allez pas juste écrire des scènes inoubliables, vous allez construire des scènes qui vont faire avancer votre histoire, qui vont être placées au bon endroit dans votre structure pour faire avancer votre histoire. Et vous allez surtout, surtout ressortir avec la confiance dans votre capacité à tenir votre roman jusqu'au bout. Parce que là, vous saurez quand vous aurez écrit une scène, ok, ma scène est bien, je peux continuer. Et vous ne serez pas constamment en train de vous poser la question, est-ce que ce que j'ai écrit c'est bien? Est-ce que je ne dois pas l'enlever? Est-ce que je continue ou je dois refaire? Est-ce que je dois repartir en arrière? Vous aurez plus ces questionnements dans votre tête parce que vous aurez ce que j'appelle la grille de décision. Vous allez savoir, ok, ça c'est une bonne scène, je continue, ça je dois changer, ça je peux avancer, soit ça je dois le faire maintenant, soit ça peut attendre plus tard. Vous aurez tous ces éléments-là. Et concrètement, comment ça se passe un bootcamp? Vous allez avoir, vous voyez là ce qu'on a fait un atelier là aujourd'hui, vous allez en avoir trois, un chaque semaine. Donc un bootcamp c'est 3 semaines. Vous allez avoir un cours par semaine sur un point précis justement des scènes. Après chaque atelier, vous allez recevoir un exercice concret. Là, vous avez eu un bout d'exercice, une phrase ou deux à écrire. Là, vous aurez des scènes complètes à écrire qui vont appliquer exactement ce qu'on a vu à chacun de ces cours. Par exemple, on aura un cours spécifique sur les dialogues. Et vous allez, à la suite de ça, devoir appliquer tout ce qu'on a vu dans le dialogue. Ensuite, vous me l'enverrez et je vous enverrai une correction personnalisée donc sur ce dialogue, savoir si ce que vous avez écrit c'est bon, ce qui ne va pas, comment corriger,
comprendre des exemples avec ce qui fonctionne ou pas, vous aurez vraiment un retour pro sur chacun de ces exercices. Il y aura 3 cours sur les scènes, mais sur chacune des thématiques des scènes, avec à chaque fois un exercice, pour être sûr d'avoir bien compris et appliqué. Vous allez avoir dans ce bootcamp un groupe WhatsApp pour échanger entre vous, avec tous les participants du bootcamp. Vous allez avoir, donc, il y a 3 semaines, et chacune des semaines, vous allez avoir 2 sessions dans la semaine avec le coach sur votre groupe, qui sera aussi dans le groupe WhatsApp, pour poser toutes vos questions sur l'écriture de scène. Comme ça, vous êtes sûr de bien faire l'exercice et de bien aller au bout. Mais en même temps, pendant ces 3 semaines, vous allez pouvoir avoir accès aux 3 bulles d'écriture. Les bulles d'écriture, qu'est-ce que c'est? C'est 3 espaces en ligne où vous allez pouvoir vous connecter et écrire en même temps que toutes les autres personnes qui sont connectées à ces bulles-là. Vous allez avoir les membres du bootcamp qui se sont inscrites comme vous, mais vous allez aussi avoir les membres d'Arcania qui sont en train d'écrire leur roman. Ce sont des espaces silencieux en ligne où on est plusieurs, là, un peu comme là, on se voit tous un peu sur notre écran pour ceux qui veulent mettre leur caméra, mais on est sûr que si on se connecte, on a au moins d'autres personnes qui sont en train d'avancer avec nous. Ça fait un peu des rendez-vous, comme si vous disiez à vos amis du groupe WhatsApp, je vais écrire ma scène là, est-ce que tu l'écris en même temps que moi? Chacun dans son coin, c'est pour se motiver et être sûr d'avancer jamais seul. Et ensuite, donc, une fois que vous aurez écrit vos scènes, vous me les enverrez, je vous corrige et je vous donne un, un avis détaillé et une correction sur ce qui va pas. Vous allez vraiment progresser à la suite de ce bootcamp. Comment ça se passe techniquement? Comment on fait pour s'inscrire? Alors déjà, les 3 cours. Les 3 cours, c'est le premier, c'est samedi 14 février. Et là, on va vraiment bosser sur les dialogues, sur les scènes de dialogue. Vous allez tout comprendre sur les dialogues et surtout, vous allez passer à l'action et savoir comment le faire. Et vous allez savoir si ce que vous avez écrit ou ce que vous écrivez là, c'est un bon dialogue ou pas. Ensuite, à la suite du bootcamp, vous allez pouvoir l'appliquer, mais sur toutes vos scènes de tous vos romans. Ensuite, là, le deuxième cours, c'est dimanche 22 février. Là, on va travailler sur le rythme, la tension, l'intensité que vous allez devoir mettre dans vos scènes pour tenir votre lecteur en haleine en fonction du genre du roman que vous écrivez. Vous allez vraiment comprendre les codes pour placer de la tension au bon niveau et pas avoir une tension disproportionnée alors qu'on écrit une romance ou alors une tension pas assez suffisante alors qu'on est en train d'écrire une scène importante de notre roman d'action ou de fantasy. Et le dernier cours aura lieu le dimanche 1er mars. Et là, on aura tous les autres éléments pour écrire la scène parfaite. Bien sûr, avec ce bootcamp, vous allez avoir tous les replays disponibles. Vous allez assister au cours, mais vous allez surtout pouvoir le revoir, prendre des notes pour retravailler vos exercices. Comme ça, en fonction des dates, si jamais il y a une date à laquelle vous ne pouvez pas assister, bah, vous allez quand même avoir le cours pour avoir toutes les informations et faire l'exercice comme si vous aviez assisté à ça. Ensuite, vous aurez les replays, les exercices corrigés, la communauté et un coach disponible pour répondre à toutes vos questions. Bien sûr, vous aurez accès aussi aux bulles d'écriture pour écrire en groupe. Pour pouvoir vous inscrire au bootcamp, les places sont limitées pour toutes ces corrections-là. Ce bootcamp commence donc de dimanche 15 février au 8 mars. Là, je vous mets le lien d'inscription. Mon équipe vous le met dans le chat là, du groupe. Vraiment, les places sont limitées pour que je puisse faire des retours personnalisés à chacun sur chacun des exercices, donc les 3 exercices que vous aurez dans les 3 semaines. Et pour s'inscrire, donc, le prix est de 390 euros. Avant que vous me posiez la question, les membres d'Arcania qui sont dans le groupe, vous avez un tarif préférentiel que vous allez recevoir par mail. Vous allez pouvoir vous inscrire pour 290 euros pour ceux qui le souhaitent. Les scènes qui vont être traitées ici, ce seront des exercices pour vous obliger à vraiment travailler tous les aspects de la scène et tous ceux que vous avez des fois tendance à oublier quand vous écrivez tout seul votre roman dans un coin. Donc, ce bootcamp, en sortie de ce bootcamp, donc au 8 mars, vous allez savoir et vous aurez surtout la certitude sur les scènes que vous avez écrites. Les scènes, vous allez pouvoir les lire et vous allez identifier vraiment, ah bah je comprends là, il manque ça dans ma scène. Ah, et en plus de savoir ce qui va pas, vous allez savoir surtout comment le rectifier et comment faire pour amener vos scènes jusqu'à la quasi-perfection technique. Après, il y a votre style qui va rentrer en jeu, mais vous allez vraiment créer des scènes qui vont impacter votre lecteur. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire, il y a le lien ici dans le chat. Je vais bien sûr vous l'envoyer aussi par mail. Donc, n'hésitez pas à consulter vos mails si jamais vous n'avez pas eu le temps de saisir le chat là. Et puis, là, dites-moi si vous avez des questions avant qu'on termine.
Vous aurez aussi, dans tous les cas, le replay de cette session-là. Alors, je regarde si vous avez des questions. Je t'en prie, Céline. Je regarde si j'ai raté des questions. Alors. Ah bah Yasmine, avec plaisir, je suis contente. Donc, les scènes, ça marche aussi pour les stand-up. Génial. Top. Oui, bah l'idée, c'est de repartir avec confiance justement sur les scènes et savoir. Une des problématiques que je vois souvent avec les personnes que j'accompagne, une des choses qui a tendance à les bloquer, c'est que quand elles sont en train d'écrire, en même temps qu'elles sont en train d'écrire et de faire vivre leur histoire, elles sont en train de se poser la question, mais est-ce que ce que j'écris, c'est bien ou pas? Ça vient souvent du fait que on n'a pas, du fait qu'on n'ait pas justement cette grille pour savoir analyser si c'est bien ou si ce qu'on écrit, c'est pas bien. À la fin du bootcamp, vous allez avoir cette grille, mais vous l'aurez tellement imprimée dans votre tête qu'elle va vous servir pour les exercices, mais aussi pour votre roman et surtout pour tous les romans suivants. Donc voilà, je vous envoie par mail le replay, le lien, le lien d'inscription au bootcamp pour tous ceux qui ont envie de s'inscrire. Et puis je vous dis une très très bonne, alors en fonction du très bonne journée pour les Canadiens, très bonne soirée pour les Français, et puis à très vite pour les prochains. Bye bye. Alors j'arrête de partager ça, et puis ensuite, c'est ici que ça se